hier, ils sont tous partis. Ce qui est très très bien, parce que c'est important d'acheter des livres. Il y a d'autres textes de Florian qui sont là, les précédentes pièces qu'on a créées ensemble, ou la prochaine pièce d'ailleurs. Mais si vous voulez acheter ce texte, il est édité chez Lanceman, et vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies monégasques, françaises, belges, mais pas sur Amazon. On a beaucoup parlé quand même. Comme vous attendiez pour plateau, c'est que vous avez des questions. Non mais moi d'abord j'aimerais savoir. Moi j'aimerais savoir, j'aimerais connaître l'état de la salle parce que j'ai pas pu assister à la représentation ce soir, j'étais là hier. Et donc je voulais savoir dans quel état vous étiez déjà. Si vous voulez, nous on peut sortir. Dure réalité de la vie. On est des citrons pressés et les pinacs que l'on prend et que l'on jette. C'est ça. Alors, je vous informe que ce matin, dans le Nice Matin, pardon, il y avait justement un article disant que ce matin même, en fait, il y a eu une grève des VTC parce que justement, la plateforme Uber, donc il y a du nouveau, maintenant propose en fait de changer complètement les pourcentages de... Donc, l'arnaque, c'est en fait, c'est de 3 à 45%. Et bien évidemment, 3%, ça sera pour les courses les moins intéressantes, c'est-à-dire celles qui amènent des gens dans l'arrière-pays, qui seront les plus coûteuses pour les taxis, parce qu'en fait, bien évidemment, ils auront beaucoup moins de chances de retrouver quelqu'un sur la route. Donc c'est vous dire à quel point tout ça est brûlant. Moi, j'étais ravie d'apprendre que ces gens se sont révoltés ce matin, qu'ils ont fait grève toute la journée. Ce sera aussi la grève demain. Donc ça, c'est fait. Si on se met en grève. Mais donc voilà, je voulais vous annoncer ça. Je vous laisse poser des questions. Et après, je vous poserai une dernière question une fois que tout aura été dit. Merci. Oui. Bonsoir, tout d'abord merci. Ce moment voilà, interpellant, malgré ce qu'on pense, je pense, beaucoup ici de notre société. Et moi, j'ai été surtout interpellée que des gens aussi jeunes que vous fassent ce constat. Donc je voudrais savoir, bah oui, parce qu'il y a aussi souvent des chocs de génération. Mais à notre époque aussi, on était en conflit avec la génération précédente. Donc je voulais savoir ce qui faisait que vous aviez pris conscience de ça, vous qui êtes né dans ce monde-là et qui êtes aussi cette génération-là. Oui, et en même temps, je rebondis, je vais répondre, mais en même temps, on a beaucoup. Ce spectacle il s'est créé dans les établissements scolaires et on le joue devant des gens qui ont 15, voire 20 ans de moins que nous parfois. On se rend compte aussi que on ne fait pas partie de cette même génération. Je prends un exemple, c'est que moi quand je suis né et quand j'étais enfant, ado, se faire livrer à domicile ou se faire conduire où on veut, quand on veut, c'était des services qui étaient des services un peu plus luxueux, chers, se faire livrer à domicile. Je crois que chez mes parents, c'est arrivé très rarement, parce qu'en fait, mieux valait sortir du congelé, attendre un petit peu, parce que c'était tellement cher, c'était exceptionnel. Pour les jeunes d'aujourd'hui, quand on va en collège, au lycée, c'est un service devenu banal. C'est quelque chose qui se fait tous les jours, entre amis, en famille, enfin partout, dans n'importe quelle situation. Et on se rend compte que la société du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle existe et elle est très concrète pour eux. Donc quand on leur pose la question, pour vous, est-ce que c'est un service banal? Ils répondent, bah oui, évidemment. Et ils sont même très étonnés que pour nous, ça ne l'ait pas été, quand on était au même âge que nous. Et pour vous répondre, c'est... je crois que le théâtre, la conception qu'on a du théâtre ensemble, dans la compagnie, c'est aussi que, certes, on peut vivre des émotions tous ensemble. Et là, on l'a entendu, vous avez ri, vous avez pu être touché. Il y avait des moments où le silence est éloquent dans la salle. Mais le théâtre permet aussi d'ouvrir les yeux, d'éclairer sur des situations qui nous interpellent. Et donc, on fait partie du monde. Ce théâtre-là, le monde, on a envie de le raconter sur scène. Et cette envie-là, elle est née entre nous de se dire, tiens, si on monte une compagnie, quelle serait notre ligne directrice, la ligne artistique de la compagnie,
Et c'était une volonté de mettre des gens dont on parle trop peu en société en valeur sur un plateau de théâtre. Donc dans nos précédentes créations, on a parlé, le premier spectacle était le Étienne A. C'était un employé Amazon qui, la nuit de Noël, décidait de s'enfermer dans un carton et d'attendre que quelqu'un le commande. Et on racontait son histoire. C'est pas si souvent qu'on mettait en lumière ceux qui, derrière nos clics, qui travaillent. La livraison se fait en un geste, et puis l'objet il arrive le lendemain, le surlendemain, mais on a oublié qu'il y avait des êtres humains qui avaient couru toute la nuit pour nous l'apporter. Et dans cette histoire, il y avait les germes de fourmis. Voilà. Parce qu'en fait, Étienne, par exemple, avait un petit garçon qui s'appelle Antoine. Donc on pourrait se dire que le Antoine qu'on suit là, c'est peut-être ce fils qui a grandi. Et en fait, notamment, par exemple, cet Antoine, à un moment, il rentre très fier pour dire à son père, aujourd'hui à l'école, on a appris la poésie de la cigale et la fourmi. Et il dit, la maîtresse, voilà, elle nous a appris la fable. Et moi... Tu racontes, parce que c'est d'abord, il demande son métier à son père. Ah oui, oui, sinon tu vas rater un épisode. Ah. C'est le... Voilà, pourtant, alors c'était un seul en scène hein, que je... Le petit garçon demande à son père quel métier il fait. Fourmi, papa. Et le père, par honte, n'arrive pas à lui dire qu'il est piqueur chez Amazon et il lui dit je suis fourmi, parce que ça lui vient comme ça. Et le gamin est très très enthousiaste à l'idée de se dire c'est génial, parce que j'ai appris justement la fable de la cigale et la fourmi à l'école, et en fait c'est génial d'être une fourmi, c'est bien mieux d'être une fourmi qu'une cigale, la fable dit ça. Et Antoine se dit mais c'est dingue qu'on ait pu apprendre ça à tous les enfants de l'école, qu'il valait mieux travailler du matin au soir sans jamais prendre de pause, de congé. Il valait mieux être une fourmi qu'une cigale. Alors certes, dans certaines situations, c'est mieux d'être une fourmi, mais est-ce qu'une fourmi, être une fourmi 24 heures sur 24 au quotidien, est-ce souhaitable? Il faut être un être hybride entre la cigale et la fourmi. Mais voilà, et il y avait notamment, par exemple, la scénographie, c'était 140 cartons, je crois, si je dis petit, on avait vraiment beaucoup. Et du coup, quand on nous a proposé, on a travaillé sur ce spectacle avec des enfants de CM2 à côté de Montargis, autour d'Étienne A. Et en fait, on a rêvé avec eux sur les conditions idéales du travailleur, tout ça, sur l'ouvrier moderne. Et tout ça pour dire que ces cartons-là, en fait, ce projet-là, pardon, avec les élèves de CM2, a reçu un prix. On a reçu un prix pour ça, et ce prix nous a donné une bourse. Et on nous a dit, avec cette bourse, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent? Et on a dit, ben, on veut créer une petite forme qui pourrait être la petite sœur d'Étienne A, mais qui cette fois ira dans les établissements scolaires, à partir de la 6e jusqu'à des fois à l'université, on a fait. Et c'est comme ça qu'est née Fourmi. Et on s'est dit, on ne va pas prendre l'histoire d'Étienne A en la raccourcissant, mais on va partir des mêmes thématiques, d'ubérisation, d'invisibilisation, de ce qu'on appelle aussi les travailleurs du clic. Ce fait de se dire, je clique, c'est enfin des fois même en tactile, je pose mon doigt, et derrière, il y a tout un mécanisme qui s'enclenche, avec plein de gens qui courent dans tous les sens. Et on a parlé d'une personne, chez Amazon, mais maintenant on va parler des livreurs à vélo. Dans la petite forme, on parle des livreurs à vélo, de Deliveroo, Uber Eats, tout ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé aussi vraiment à tracer notre ligne artistique et à se dire, ces thématiques-là, elles nous concernent, elles nous importent. Et en vrai, on n'est pas si jeunes que ça, hein, parce qu'on les a quand même bien vu arriver. En 2014, on était... On est né et ça n'existait pas. En 2014, on était des adultes responsables. Et puis c'est vrai que, oui, on fait partie du monde. Donc je crois que il y a aussi cette volonté de le raconter, et de le raconter via le théâtre. Parce qu'on fait un théâtre, chaque fois on nous demande, mais c'est quoi ce type de théâtre? Et je dis, mais on n'arrive pas à trouver la formule, la bonne formule. Peut-être vous allez nous éclairer, mais on dit que c'est pas du théâtre documentaire. Le théâtre documentaire, c'est un format très précis où en fait on prend des paroles brutes de la réalité et on les met au plateau. Et vous entendez un témoignage, finalement. Et nous, on a fait une enquête sociologique, on a enquêté, interrogé des chauffeurs ubérisés, on a lu des enquêtes journalistiques, sociologiques sur ce travail. Mais finalement, on s'est dit, mais l'outil de théâtre, il permet aussi autre chose. Il y a quelque chose en plus qu'il faut se rajouter à ça. Donc tout ce que vous avez entendu dans ce spectacle est vrai, est sourcé, mais peut-être poétisé, fictionnalisé par l'outil qui est le nôtre, celui du théâtre. Et je crois que par l'émotion, par la magie peut-être, par des lumières, par une scénographie, on accède aussi à un propos plus politique, plus brut, qui serait peut-être indigeste si, pendant une heure et demie, on vous faisait écouter des témoignages et des témoignages et des témoignages. Et donc là, par la forme du théâtre, on vous permet de vous embarquer dans une histoire qu'on sait pas très drôle,
mais à la fin, vous avez applaudi, vous avez ri, vous avez souri, vous avez été peut-être touché. Et c'est qui ça permet à qu'on des prochaine. jeunes spectatrices qui n'ont peut-être pas 11 ans, alors vous êtes vraiment très très jeunes. Mais déjà au début, quand vous parlez de la question du regard, Oui. sur un peu, qui ne voit pas, là déjà, au début, c'est un message très fort qui arrive. Et on se met déjà sur la même. Ah ben, la thématique, on les appelle les invisibles. C'est pendant le Covid, on a parlé beaucoup des personnes, on disait les invisibles ou la première ligne. Ah, super. Mais les invisibles, ils ne sont pas visibles. C'est simplement que nous ne les regardons pas. Nous ne les regardons pas assez. Et ils sont invisibles parce qu'on n'en parle pas. Donc une grève des livreurs ou des chauffeurs VTC, c'est très rare. Dans la petite forme, on parle aussi que les livreurs à vélo, par exemple, sont beaucoup... les flottes des livreurs à vélo sont aussi beaucoup constituées de personnes en situation irrégulière. Parce que c'est des métiers tellement pénibles que finalement, les citoyens ne veulent plus les faire. Et donc se disent, je vais exploiter. Je l'ai fait, je sais que c'est pénible, donc du coup, moi, je veux trouver quelqu'un qui a plus besoin que moi. Et donc, il y a beaucoup de migrants qui sous-louent un compte de quelqu'un qui est autorisé à l'avoir. Et puis, voilà, sont parfois rémunérés pour ce travail-là, parfois non, parce qu'il suffit de changer le code, et puis le migrant n'a plus accès à son téléphone, à l'application, et puis la personne garde l'argent. C'est une réalité. Mais donc ça a donné lieu, par exemple, à une première, je ne sais pas si ça a eu lieu déjà, mais une première manifestation de sans-papiers à Paris. Les sans-papiers, à un moment donné, quand il y a une application qui s'est rendu compte que leur flotte était composée à 70% de migrants, se sont dit, allez, on ferme tous les comptes, on part à zéro et on annule tout. Et les migrants se sont révoltés en disant, mais pardon, mais on a moins que rien. On travaille dans votre pays, on fait des tâches que vous ne voulez pas faire, et maintenant, en plus, vous nous retirez ce que vous ne voulez pas faire, et ce qui pourtant est un besoin, puisque c'est tellement utilisé. Et donc, il y a eu une manifestation. Ils prennent des risques, parce que, en fait, ils peuvent être expulsés. Surtout qu'un sans-papier n'ira jamais voir la police en disant, écoutez, j'ai travaillé une semaine sur le compte de quelqu'un qui n'avait pas mon compte, et il n'a pas voulu me donner l'argent, si vous pouviez m'aider. Voilà, mais c'est exactement ça. On dit à un moment dans la petite forme, moi je dis, c'est un esclave. Voilà ce qu'il est devenu, un esclave. Alors, ça n'est pas du tout un esclave, mais comme on parlait d'invisibilisation, il faut être droit dans nos votes et faire ce qu'on dit. Je voudrais qu'on applaudisse Florence qui était invisible à vos yeux.